On dort tous. Chaque nuit, c'est le même rituel. On ferme les yeux et que se passe-t-il après? Eh bien, c'est là que commence un voyage fascinant dans un monde incroyablement bien organisé. On passe quand même près d'1 tiers de notre vie à dormir, alors ça vaut le coup de savoir ce qui s'y trame, non? Voilà la grande question. Parce que le sommeil, ce n'est pas juste un interrupteur qu'on met sur off. C'est tout le contraire. C'est un processus super actif, très complexe, avec ses propres règles. Alors ce qu'on va faire, c'est décortiquer ensemble l'architecture secrète de nos nuits. Pour comprendre ce voyage, il faut évidemment les bons outils. On ne peut pas se contenter de regarder quelqu'un dormir pour savoir ce qui se passe dans sa tête. Non, il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Il faut mesurer. Et l'outil principal pour ça porte un nom un peu compliqué, la polysomnographie. Mais en fait, l'idée est toute simple. Ça consiste juste à enregistrer plusieurs signaux du corps en même temps pour avoir une image vraiment complète de la nuit. En gros, tout repose sur 3 piliers. D'abord, l'EEG, qui mesure l'activité du cerveau pour savoir s'il est au repos ou s'il tourne à plein régime. Ensuite, il y a l'EEG, qui surveille les mouvements des yeux, et vous allez voir, ils sont étonnamment actifs. Et enfin, l'EMG, qui regarde le tonus des muscles. Est-ce qu'ils sont contractés ou complètement relâchés? C'est la combinaison de ces 3 signaux qui permet de dessiner la carte de la nuit. Alors, le voyage commence. La première partie, c'est une descente progressive dans ce qu'on appelle le sommeil lent, ou NRM. Comme son nom l'indique, c'est là que tout commence à ralentir, le corps comme le cerveau. On commence par le stade 1, cette petite zone de somnolence où on est encore à moitié conscient. Et puis, on glisse dans le stade 2, qui représente quand même près de la moitié de notre nuit. C'est là qu'on observe des choses fascinantes, comme les fuseaux de sommeil ou les complexes cas. Ce sont de brèves explosions d'activité cérébrale qui agissent un peu comme des boucliers pour nous protéger des bruits extérieurs et nous maintenir endormis. Après le sommeil léger, on plonge, c'est le sommeil lent profond. Et là, on est au cœur du sujet. C'est le stade le plus important pour la récupération physique. C'est l'usine de réparation du corps. Les tissus se régénèrent, les os et les muscles se renforcent, le système immunitaire se recharge. Bref, c'est absolument essentiel. Pour vous donner une idée du calme plat qui règne dans le cerveau à ce moment-là, la fréquence des ondes cérébrales, les fameuses ondes delta, est incroyablement basse. C'est comme une longue houle, très lente. Le cerveau est quasiment déconnecté du monde. D'ailleurs, c'est le moment où il est le plus difficile de réveiller quelqu'un. Jusqu'ici, tout est assez logique. On ralentit, on se repose, on répare. Mais la nuit nous réserve une surprise de taille. C'est la partie la plus étrange de notre voyage. Alors que tout semble repos, quelque chose de complètement inattendu se produit. C'est un retournement de situation incroyable. Le cerveau, qui était quasiment en veille, s'enflamme soudainement d'une activité intense. On dirait presque qu'il est en train de se réveiller, mais ce n'est pas du tout ça. Et voilà le fameux paradoxe résumé ici. L'activité du cerveau et les mouvements des yeux sont quasiment identiques à ceux de l'état d'éveil. C'est fou. Mais la grosse différence, c'est la 3e ligne, le tonus musculaire. Il tombe à 0. C'est une paralysie complète. Le cerveau est en ébullition, mais le corps, lui, est totalement immobile. C'est bien sûr la scène de nos rêves les plus intenses. Le cœur s'emballe, la respiration devient irrégulière, comme si le corps réagissait à ce qu'il se passe dans le rêve. Et cette paralysie, elle est vitale. C'est un mécanisme de sécurité qui nous empêche de nous mettre à courir ou à sauter dans la chambre en plein milieu d'un rêve d'action. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, sommeil léger, profond, paradoxal, voyons comment elles s'assemblent pour former une nuit complète. Parce qu'on ne passe pas juste par chaque étape une seule fois. Ça, c'est la carte de notre voyage nocturne, un hypnogramme. On voit bien que la nuit est une succession de cycles. Chaque cycle est une sorte d'eau plongée. On s'endort, on descend vers le sommeil profond, puis on remonte vers le sommeil paradoxal avant de recommencer un nouveau tour. On fait ça 5 ou 6 fois par nuit. Et ce qui est fascinant, c'est que la composition de ces cycles évolue. Le début de la nuit est dédié à la restauration physique, avec de longues plages de sommeil profond. Puis, plus on avance, plus le sommeil profond diminue et laisse la place à des périodes de sommeil paradoxal de plus en plus longues. La fin de nuit, c'est le grand moment du cerveau. Consolidation de la mémoire, gestion des émotions, chaque partie de la nuit a sa spécialité. Alors au final, si on fait le bilan d'une bonne nuit, à quoi ressemble le plan d'architecte? Quelle est la répartition entre les différents stades? Et voilà le résultat. La plus grosse part du gâteau, c'est le sommeil léger avec la moitié de la nuit. Le sommeil profond et le sommeil paradoxal, eux, se partagent le reste avec environ 20% chacun. Et les petits pourcents qui restent, ce sont les phases d'endormissement et les quelques micro-réveils dont on ne se souvient même pas le matin. Le point vraiment crucial à retenir, c'est celui-là. Les premières heures de la nuit sont sacrées.
Pourquoi? Parce qu'elle concentre la quasi-totalité de notre sommeil profond. Si on écourte sa nuit, on sacrifie surtout la fin, et donc le sommeil paradoxal. Mais si on rate le début de la nuit, on ampute directement notre capacité de récupération physique. Finalement, comprendre cette architecture, ça nous donne des clés pour analyser notre propre sommeil. Un manque de sommeil profond peut expliquer une fatigue physique, alors qu'un manque de sommeil paradoxal peut jouer sur la mémoire ou l'humeur. La vraie question n'est donc peut-être pas seulement combien de temps on dort, mais surtout comment on dort.